bonjour et bienvenue dans le ZCL News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 h. Aujourd'hui, au niveau des invités, nous allons recevoir Jean-Claude Montredon, qui est musicien, rythmicien martiniquais. Bonjour, bienvenue. Antillais. Martiniquais? Vous êtes martiniquais, non? Ok. Et donc Isabelle Voitier, donc directrice artistique du Total Prize. On va parler d'un concert de gospel qui aura lieu tout bientôt en Guadeloupe. Bienvenue sur le plateau. Merci. Aussi, par la suite, nous allons recevoir Janine Karat, qui est présidente de l'association Leda Caraïbes, avec Denis Chrismous, thérapeute et animateur. Ils nous parleront du yoga du rire. Et avec Katharina Jacobson, directrice du musée Saint-Jean-Perse à Pointe-à-Pitre, et Michel Robin-Clerc, élu délégué à l'urbanisme et à l'aménagement de Pointe-à-Pitre. Il s'agira de parler d'une exposition photo qui aura lieu très bientôt aussi au musée Saint-Jean-Perse. Pour l'actualité, nous allons développer les titres suivants qui sont les négociations de EDF-EPI, donc qui a eu une grève, qui a eu plusieurs coupures subies par de nombreux habitants en Guadeloupe hier. Les négociations sont en cours. On fera un petit point par rapport à ce premier jour de négociation. Un deuxième est à venir aujourd'hui à partir de 14 h. On reviendra ensuite sur l'édition Troc et Don spéciale rentrée organisée par la ville de Bémao. Il sera aussi question du carrefour des associations de Sainte-Anne qui s'est déroulé ce week-end où 45 associations ont pu battre le plein et proposer leurs activités à tous les habitants. On reviendra ensuite sur une conférence sur le risque naturel organisée sur la commune des Abîmes pour pouvoir prévenir le risque sismique et cyclonique puisque c'est à la période. Et on reviendra sur Air France qui propose désormais de nouveaux vols en direction de l'Hexagone et aussi de Miami. Voilà pour les titres du jour. On va commencer par accueillir notre première invitée qui est Isabelle Voitier, directrice artistique du Total Prize. Et vous allez nous parler d'un concert qu'on va voir en images tout de suite, le teaser. Voilà, donc le Caribbean Gospel Festival qui aura lieu ce samedi, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter comment est née l'inspiration de cet événement? Alors le Caribbean Gospel Festival, c'est une version caribéenne du Gospel Festival de Paris qui a été fondé par David et Jocelyne Goma. Il existe depuis 10 ans. Il était en Martinique et maintenant il arrive en Guadeloupe. Alors je suis fière parce que je suis native de la Guadeloupe, Saint-Claude, et j'ai habité à Capesterre-Belle-Eau. D'accord, donc c'est la première édition qui aura lieu dans cette envergure, c'est ça? Exactement, c'est la première édition qui a lieu en Guadeloupe, parce qu'en réalité, nous serons 110 choristes sur scène. 110. Plusieurs équipes de Total Praise venues de Paris, Guyane, Dominique, Martinique et celle de Total Praise Guadeloupe, avec des artistes américains, Jonathan McReynolds, Damita Chandler et Kevin Bond. D'accord. Comment vous avez sélectionné ces artistes? Est-ce que le gospel, c'est vraiment quelque chose qui prend en Guadeloupe beaucoup? Alors oui, le gospel, c'est un raz-de-marée d'engouement collectif. Chacun vraiment est touché par le message, mais aussi par le dynamisme de cette musique qui vraiment, j'ai envie de dire, quand on arrive découragé, on repart avec plein de force. Ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie, on repart boosté avec toute sa famille. Et donc, c'est vraiment comme de la dynamique. On va dire, c'est de l'énergie positive. Qu'est-ce qui rend en fait ces invités spéciaux pour cette première édition ici? Alors, ces invités, Jonathan McReynolds est vraiment une figure montante du gospel. Et ses mélodies sont chantées partout dans le monde, très appréciées par la jeunesse. Damita Chandler, alors elle a un parcours très fort et elle a récemment eu un cancer.
Et vraiment, elle a été guérie de ce cancer et la force de son message gospel est d'autant plus grande. Et elle prend la scène d'une manière phénoménale. Et Kevin Bond, c'est un pilier de l'histoire du gospel. Il a composé de nombreuses chansons que tout le monde chante et qui ignore souvent que c'est lui qui est derrière ces compositions. Donc vraiment, on a réuni des figures du gospel qui vont faire que tous ceux qui aiment le gospel vraiment seront satisfaits ce jour-là. Ouais. D'accord. Vous avez des attentes particulières en termes d'impact, on va dire, culturel ou spirituel dans la communauté qui vous suit, caribéenne? Eh bien, on va dire que on aimerait vraiment que tout le monde soit présent, quelle que soit leur obédience spirituelle ou religieuse. C'est au-delà de tout cela, c'est un message d'amour, c'est un message de vie, c'est un message d'espérance. Et puis aussi, on va fêter. Alors surtout venez en basket parce qu'on va sauter, on va danser, on va chanter et on va allumer le feu du gospel au Palais des Sports du Gosier samedi 21 septembre. On parlait d'engouement. Depuis quand il y a du gospel en Guadeloupe? Oh, ça fait longtemps. Longtemps. Ah ben, j'ai le souvenir d'en chanter. J'en chantais quand j'étais petite. D'accord. Et je vais pas donner mon âge. Donc ça fait des années et des années. C'était encore déjà, je pense, on était encore au XXe siècle. Comme ça, Et donc, comment vous voyez le développement du gospel en Guadeloupe? L'idée, ce serait d'aller vers quoi? Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup de chorales aujourd'hui et je trouve ça formidable. Il y a beaucoup de chorales, ça se pratique dans l'église, dans les salles, partout. Parce que c'est vrai que le gospel va au-delà des murs d'église. Vous connaissez les stars internationales qui disent tous avoir commencé à l'église, comme Feu Whitney Houston, etc. Nous avons beaucoup travaillé avec des figures du gospel comme CeCe Winans, Donnie McClurkin, Kirk Franklin, et toutes ces personnes, nous les avons accompagnés dans le Gospel Festival de Paris. Et en fait, tous, ils ont commencé à l'église et ils continuent encore. Mais c'est vrai que le gospel va au-delà. Il va au-delà, il touche les cœurs. Et c'est vraiment ce message qu'on veut donner à travers le Caribbean Gospel Festival, toucher toutes les familles, tous les foyers. Et je pense qu'on en a besoin. Parce que ça permet de sortir des situations du quotidien et de vraiment prendre son envol. D'accord, donc ce serait comme le chant permet de sortir un peu d'un marasme et d'épuisement personnel, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire les conditions du quotidien parfois sont étouffantes, elles sont stressantes. Mais quand on arrive dans le gospel, waouh, comment on retrouve le peps, on retrouve l'envie de continuer et d'aller plus loin. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments particuliers, des surprises à attendre pendant le concert ou des petites choses que vous pouvez nous donner pour donner goût de venir justement à ce concert? Alors oui, tout à fait. Alors déjà, comme je disais, on sera 110 choristes et musiciens sur scène. Et écoutez, j'ai envie de dire, on va chanter tous ensemble, on va danser tous ensemble. Et je pense que ce rendez-vous est un rendez-vous plus que juste assister. Ça va être vraiment réunir tous ceux qui sont amateurs du gospel, qui aiment le gospel, que ce soit pour le chanter ou pour l'écouter. Et il y en aura pour tous les goûts. Donc je pense que vraiment j'invite toute la Guadeloupe là, à se réunir samedi 21 septembre au Palais des Sports du Gosier. Le Caribbean Gospel Festival, c'est pour vous. Alors là, c'est un concert, mais est-ce qu'il y a un moyen de prendre des cours de gospel ou vous donnez des cours réguliers ou comment ça se passe? Il y a personne qui suit actuellement l'émission et qui voudrait aller vers du gospel, comment on doit faire? Alors, dans ce cas-là, elle peut effectivement rejoindre Total Praise Guadeloupe parce que c'est une équipe qui travaille au quotidien. Voilà, il y a des répétitions, il y a des temps de travail technique et il y a aussi des masterclass qui sont donnés. Je donne des masterclass. Donc, il y a la possibilité, en fait, de grandir par rapport à son potentiel et d'aller plus loin parce que c'est vrai qu'il y a tellement de talent en Guadeloupe. Il y a de belles voix et on a vraiment de très belles voix au sein de l'équipe. Et puis aussi, on sait que, beaucoup de personnes souhaitent chanter, se disent mais est-ce que c'est pour moi? Je vous dis oui, c'est pour toi. Tu peux toi aussi le faire. Après cette première édition, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir, prévus, programmés déjà? Alors oui, tout à fait. Déjà, le Caribbean Gospel Festival a pour vocation de revenir donc chaque année. Et puis, Total Praise Guadeloupe, on va lancer ce casting. Tous ceux qui veulent rejoindre Total Praise pourront le faire. D'accord. Donc, ils pourront le faire. Ils peuvent joindre... Je peux donner le numéro de téléphone? Donc, on va rappeler aussi la date de l'événement. Donc, c'est samedi. Samedi 21 septembre, au Palais des Sports du Gosier, à 19h. Et donc, l'infoline? Oui, alors l'infoline, c'est
Alors, 57 76 33. Voilà, donc au Palais des Sports. C'est le même numéro pour les gens qui veulent éventuellement passer le casting. Le casting, tout d'accord. à fait. Ben, en tout cas, merci d'être venu et bon concert à vous. Merci beaucoup. Bonne continuation. On va rester dans le domaine musical et avec Monsieur Montredon. C'est ça. Nous allons parler donc de sa carrière et de concerts qu'il a pu faire ici en Guadeloupe, donc le dernier qui était la semaine dernière. On va commencer un petit peu par faire un petit retour sur vos débuts. Qu'est-ce qui vous avez commencé la musique très jeune et vous avez été encouragé par votre mère justement pour adopter la percussion avant de passer à la batterie. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette transition qui vous a poussé à choisir la batterie ? C'est-à-dire que en 1967, pour l'Expo 67 à Montréal, l'Expo universelle. Donc avant ça, je jouais de la conga à la bananerie dans l'orchestre de Tropicana. Et donc, arrivé au Canada, notre patron, M. Georges Rival, m'a dit, écoute, c'est bien, en Martinique, tu joues de la conga, mais ici, on n'a pas besoin de ton bis. Il faut que tu apprennes à jouer de la batterie. Et vu que je connaissais un petit peu déjà la batterie, à la mesure où, dans les quarts d'heure de charme, à l'époque, le batteur allait danser ou que sais-je, et me passait la batterie. Et donc, je faisais des boléros. Et à la fin, c'était du cha-cha-cha. Et donc, quand il revenait, je passais à la conga. Et donc, de temps en temps, je faisais de la biguine, tout ça. Et puis, arrivé au Canada, vu que M. Georges Rival m'a dit, bon, là, il faut jouer de la batterie. Donc on a commencé à jouer des biguines, des bossa nova, tout ça. Et vu que je voulais aller un peu plus loin que biguine, donc ça vous a ouvert à d'autres possibilités, c'est ça? J'ai loué une salle et je m'entraînais matin, après-midi et le soir, 8 heures par jour. C'est une passion, ça. À jouer. Et en plus... Ça vous a permis de façonner un style particulier, c'est ça? Exact, dans le noir. Et pour aller encore beaucoup plus loin... Pourquoi dans le noir? Ça fait une différence, le noir? C'est pour être... Oui, parce que la différence n'est pas minime, mais c'est spécial. Parce que, vu que les tomes, il y a la petite tome, le tome moyen, tome basse, caisse claire, Charleston, et je suis friandise à jouer les yeux fermés. Et donc, ça c'est un truc à moi. Et donc, moi, pour continuer, donc je voulais avoir mon propre son. Oui, c'était une recherche personnelle pour développer un style particulier. Mon propre son qui veut dire que... Vous avez eu des rencontres très importantes comme Miles Davis, quand même, c'est pas rien. J'imagine que ça a dû influencer aussi votre façon de jouer et votre style, comme vous le dites. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont influencé justement votre carrière et votre trajectoire? Justement, vu que je voulais avoir mon propre son, et c'est quelqu'un que j'ai connu de Stangate, ce saxophoniste. Et un jour, j'entre dans un supermarché au Canada, vu que en Martinique, on jouait un morceau de lui qui s'appelle Desafinado. Bien connu, oui. Et donc,
vu que j'entendais déjà ce morceau en Martinique, Tropicana, et j'entre dans ce supermarché, j'entends, je dis, ah, ça c'est Stanguette. Alors, à partir d'aujourd'hui, moi, je veux mon propre son, je veux que quand je joue quelque part, on dit, ça c'est un tel. Non, on dit, bonsoir. Et donc, j'ai commencé à travailler mon son. Ensuite, j'ai commencé à travailler mon improvisation. D'accord. C'est-à-dire, un morceau, l'improvisation doit être et devenir ce qu'on entend. C'est-à-dire que si on a un problème dans la journée, il faut mettre ça de côté. Il faut mettre l'improvisation devient vraiment un c'est-à-dire qu'il faut penser à improviser sans stress. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire de jouer avec... moi, j'appelle l'improvisation l'intelligence musicale. C'est pas faux. Justement, du coup, après, vous avez, après avoir accompagné de nombreux artistes en jazz, Begin, vous avez finalement sorti votre album. Comment vous décririez l'évolution de votre style musical? Vous avez parlé d'improvisation. Quel mot vous mettriez pour décrire l'évolution que vous avez eue jusque-là? Après 50 ans de carrière, il faut le dire, voilà. Oui, qui n'est pas fini. Oui. Après 50 ans, il y a un de mes fils et mon épouse. Il m'a dit, ah non, là, ça va, tu es toujours sideman, je joue avec les gens, mais là, il faut que tu rentres en studio. Et vu que j'avais déjà plus d'une quinzaine, sinon plus, d'improvisation dans ma tête, et j'avais déjà également des compositions qui étaient déjà là. Donc, nous sommes entrés en studio, et ça s'est fait en 2 jours. L'album est sorti facilement. Ça s'est fait en 2 jours. En 2 jours. Et oui, en 2 jours, 2 jours de musique, 2 jours de mixage. Et vu que nous travaillions en Martinique dans un hôtel qui s'appelait le Diamond Walk, c'est un endroit magnifique. Et anecdote, après le Canada, un des patrons il nous dit, bon, écoutez, j'ai besoin d'un groupe et je vous connais, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi, ce que je veux entendre, c'est les fourchettes et les couteaux de mes clients. Qui veut dire, vous faites ce que vous voulez, mais je veux entendre couteau, fourchette. Alors donc, ça nous arrangeait d'une part, dans la mesure où on jouait ce qu'on voulait. D'accord. Mais à bas volume. D'accord. Et là, ça s'est évolué et tout. À la mesure où, au lieu de faire 6 mois, on a fait 2 ans. Donc, c'est ça que ça fonctionnait. Quel conseil vous pourriez donner justement actuellement aux jeunes musiciens? Est-ce que ce serait de s'inspirer de genres musicaux qui existent, de créer? Vous êtes dans l'improvisation, donc qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à ces jeunes? L'improvisation, ce que je viens de vous dire, pour moi, donc, l'improvisation, c'est l'intelligence musicale, d'une part, et d'autre part, c'est quelque chose qu'il faut essayer et arriver à se lâcher. À se lâcher. Et surtout, une improvisation ne doit pas être de la même façon qu'un deuxième morceau. Il faut tout le temps évoluer dans l'improvisation. Et il ne faut pas que l'improvisation devienne monotone. Il faut que l'improvisation coule comme de l'eau de source. Il faut oublier ces problèmes. Il faut oublier
On va faire un petit extrait vidéo pour entendre justement un concert qui a eu lieu. Alors, je sais pas la date exacte, mais on va l'écouter. Vous allez me donner la réponse tout à l'heure. Donc ça, c'était en 2017 au New Morning. Donc le morceau s'appelle Diamond. Le morceau? Le morceau? Oui, c'est un morceau qu'on vient de jouer là. Oui. S'appelle Diamant H2O. Diamant H2O. Diamant H2O. Voilà. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de votre carrière. Merci beaucoup. Il y a eu des concerts donc, qui ont eu lieu ce vendredi 13. Peut-être qu'il y en aura d'autres à venir par la suite. N'hésitez pas à revenir sur le plateau pour nous donner l'information en amont. On rappelle le concert du 21 au Palais des Sports avec Total Prize, donc Caribbean Gospel Festival. Je vous remercie. Merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On revient. Longue vie. Merci. À Canal 10. On revient tout à l'heure pour deuxième plateau du ZCL. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, il est 12h58, nous sommes dans le deuxième plateau du ZCL et nous allons recevoir tout à l'heure donc Janine Karat qui est présidente de l'association Leda Caraïbes. Bonjour. Bonjour. Et Denis Christmoust, thérapeute et animateur. Bonjour. Bonjour. On va parler du yoga du rire. On va rire, c'est ça? Oui, normal. Ok. On va revenir sur l'actualité et commencer par développer le premier sujet qui est la négociation EDF-PEI. Donc, comme vous avez pu sûrement le constater hier, quelques coupures ont eu lieu liées à une grève de ce syndicat et des négociations sont en cours. Normalement, la situation semble être revenue à la normale, mais les conséquences de ces délestages restent encore très présents. Il y a encore des négociations qui seront en cours cet après-midi, mais on va revenir sur ces enjeux et notamment sur les différents points de revendication avec Olivier Félix. Pour la première journée de négociation, le plus difficile était déjà de faire avancer notre direction sur certains points. C'est-à-dire que la direction de l'EDF s'était engagée à respecter le protocole de fin de conflit qu'on avait signé en préfecture le 17 février 2023. Et par de nombreuses façons, autour de la table, on s'est retrouvé à devoir renégocier certains points. Donc nous, on a aujourd'hui mis un point d'honneur à dire à cette direction que, nous ne sommes pas là pour revenir sur ce qu'on avait dit autour de la table. Le directeur s'est déplacé, M. Maillard, il est venu, nous avons signé, EDF doit respecter ce que nous avons signé. La plupart des éléments sur lesquels nous avons pu avancer aujourd'hui ne sont que des éléments de code du travail pour lesquels EDF nous devait répondre. Exemple, des annexes de bulletins de paie qui devaient être donnés aux agents, le suivi de carrière des agents, le déroulé de carrière des agents qui devait être remis aux agents afin de déceler les différentes discriminations ou autres, ou la non-avancée de la carrière de certains agents qui est restée bloquée depuis plus de 10 ans. Ce sont des points aujourd'hui où
on avait déjà statué, EDF devait nous faire des bilans et sur lesquels il ne pouvait pas, ou ne voulait pas en tout cas, remettre ces données. Aujourd'hui, nous avons la réponse de notre direction. En effet, ça prend du temps. Ils vont y travailler. Ils ont recruté une RH qui va, dès ce soir, commencer à nous fournir un fichier Excel avec de nombreux agents sur le fichier. On va pouvoir justement exploiter ces documents pour pouvoir voir si la direction d'EDF avait mis en place les dispositions du protocole de fin de conflit et avait respecté ses engagements. Mais sans documents, vous comprenez bien qu'on ne pouvait pas avancer. Donc, c'est plutôt aujourd'hui on va dire, une pré-négociation vraiment, puisque les points durs du protocole n'ont même pas encore été envisagés. Nous serons pour parler demain à partir de 14h ici même à la DETS. Mais on a avancé sur le fait que la direction aujourd'hui a compris, avec le rappel aussi des services de l'État, qu'il devait nous donner certains documents qui sont justement des dispositifs du Code du travail qui doivent être appliqués dans cette entreprise. C'est vraiment décevant de constater qu'aujourd'hui en Guadeloupe, pour pouvoir revendiquer le droit, nous sommes obligés de passer par des moyens de revendication qui sont par exemple la grève. C'est vraiment dommage. Normalement, je veux dire, un protocole de fin de conflit a été signé, l'employeur respecte ce qui est signé et on n'a pas besoin de faire grève. Aujourd'hui, le but de la CGTG n'est pas d'impacter la population ou de causer un désordre public. Non, bien au contraire. Mais par contre, quand il y a des employeurs qui ne respectent pas le Code du travail, eh bien, il y a des organisations syndicales qui doivent se mobiliser et des salariés qui doivent se mobiliser pour que leurs droits soient respectés. En tant que, justement, syndicaliste engagé et prenant en compte, bien sûr, la population, parce que ces familles en nous qui a fait la population, c'est nous-mêmes aussi, nous t'es besoin de faire un peu là comprendre qu'il faut cesser ça et fait là. Donc, pour ce faire, ben, ma foi, il y a eu des coupures. Maintenant, dès 20h, nous avons remis l'ensemble du réseau sous alimentation pour qu'il n'y ait plus, en tout cas, de délestage, ni pour ce soir, ni pour demain matin. Bon, ben espérons en tout cas qu'il n'y aura plus de délestage comme il a été mentionné dans le reportage. On va passer maintenant au troc et don qui a été réalisé dans la commune de Bémao pour lutter contre la vie chère. L'idée est de pouvoir faire circuler les produits déjà utilisés. On va voir un reportage de Solène Fèvre qui nous a permis de voir cette édition spéciale rentrée. Étant donné que c'est la rentrée scolaire, rentrée donc des activités sportives, culturelles, artistiques. Donc voilà, donc nous sommes dit que voilà, donc ce serait une occasion pour sensibiliser la population, plutôt justement que de jeter donc tout ce qu'ils ont donc dans l'armoire, dans les tiroirs. Donc voilà, donc ils peuvent échanger. Actuellement, on a le problème qui court sur la vie chère et ça devient donc aussi une action de solidarité. Et les personnes qui trouvent leur bonheur, on va dire, ben, ça rentre aussi dans le cadre du pouvoir d'achat, puisque ce qu'on trouve ici, on n'aura pas besoin de l'acheter. On a été sollicité par la ville de Bémao pour participer à l'événement. Et comme on est très axé sur l'éducation, la sensibilisation à l'environnement, donc c'était très important pour nous d'être présents. Donc nous avons fait du coup un don de fournitures scolaires. Lorsqu'on va recevoir les parents et les enfants, on va les sensibiliser au recyclage. On donne aussi des éco-cups, donc des choses qui sont réutilisables. Et c'est important pour nous. Nous avons des ateliers tels qu'un atelier donc, de fabrication de meubles avec des palettes en bois. Il y a également un atelier donc, de fabrication d'éponges avec donc, de vieux tissus. C'est des ateliers qui peuvent être pour les enfants, pour les adultes ou parents-enfants, donc ateliers famille. Ils vont pouvoir effectivement être sensibilisés aux éco-gestes du quotidien, mais travailler aussi la motricité fine, la psychomotricité, la respiration, la confiance en soi, le lâcher-prise. Et aujourd'hui, dans ces ateliers, ils vont pouvoir repartir avec leur création. J'ai décidé de participer à cet atelier pour en apprendre davantage sur le fait de recycler des vieux tissus et tout ce qu'on a un peu à la maison qu'on préfère jeter. Donc depuis hier, j'ai emmené des objets, des vêtements, des fournitures scolaires et on m'a parlé de l'atelier. Donc je me suis dit ça peut être intéressant de soutenir le projet et puis de voir comment faire une éponge, tout simplement. Voilà, le recyclage, c'est vraiment une forme active de pouvoir lutter contre la vie chère. On va passer maintenant avec nos invités au rire et au yoga du rire, avec donc Janine Karat, qui est donc la présidente de l'association l'EDA Caraïbes, et Chrismous Denis, donc thérapeute. Alors, on va peut-être revenir d'abord sur l'association, savoir
quels sont les objectifs de cette association dans un premier temps avant de passer au yoga et à la création de ces clubs? Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup quels sont les objectifs de cette association? Oui, alors l'EDA Caraïbes a vu le jour officiellement l'année dernière, en mai dernier. Mais on va dire avait déjà des activités sociales depuis 2020 en fait, pour la période, durant la période qu'on a tous connue avec perte et fracas, quelle que soit notre situation sociale, culturelle ou autre. Et ça, c'est tout naturellement en fait qu'il y a eu cette volonté de rassembler en fait, de rassembler, de réunir, parce que cette période a beaucoup divisé. Oui. Et quel que soit le camp, notre positionnement sur la situation, les pour, les contre, les anti, les pour, ce qui nous était insupportable, c'était cette division au sein des familles, des amis, des collègues. Et il nous fallait faire quelque chose pour recréer du lien. Et surtout, se dire que malgré, déjà à l'époque, la dureté du monde dans lequel on évolue, il y a quand même des choses magnifiques. Donc l'objectif de l'EDA, c'est d'une part de créer du lien, de la cohésion, mais aussi apporter le bon et le bien à tous. Donc l'objectif de mieux-être, c'est dans cette dynamique que vous avez totalement été. D'accord. Absolument. Ok. C'est tout naturellement, et c'est une activité que Monsieur Christmus nous a proposée. Donc le yoga du absolument, rire. Absolument. Donc c'est quelque chose, j'imagine que très peu de gens connaissent. Est-ce que on peut expliquer ce que c'est le yoga du rire? Le yoga du rire, c'est une pratique qui a été inventée par un médecin indien qui s'appelle Madan Kataria. Et ça a été inventé dans les années 80, fin années 80. Et lui, il était pratiquant de yoga classique, mais il était médecin généraliste. Donc, au cours de ses visites chez ses patients, puisqu'il était un médecin qui allait en itinérance, à l'époque, il m'a dit qu'il partait de chez lui à 6 h du matin, rentrait à 20 h, 22 h des fois, et il allait voir ses patients. Il allait les voir et il s'est rendu compte qu'il y avait des patients qui guérissaient plus vite que d'autres. Donc, il s'est posé des questions pour les mêmes pathologies, pourquoi des gens n'ont pas le même temps de guérison. Et en fait, il s'est aperçu que les gens qui étaient les plus joyeux étaient ceux qui avaient un taux de guérison le plus rapide. Alors, il a commencé à se dire, mais comment je peux améliorer les choses? Il a commencé à raconter des blagues à ses patients. Donc, il racontait des blagues. Et au fur et à mesure, il s'était devenu un rendez-vous pour ses patients. Il a vu améliorer la santé des gens. Et il s'est dit, puisque je suis pratiquant de yoga et qu'il pratiquait dans les jardins de Bombay, dans son club, il y avait plus de 1000 personnes, il s'est dit, je vais proposer ça à ces personnes-là, ceux du groupe, et si ils sont d'accord, on verra ce que ça donne. Effectivement, ils ont accepté. On se racontait des blagues à la fin de chaque séance. Et ça amusait, ça prenait. Donc, c'était devenu un rendez-vous. Sauf que... ça fait 10 heures, sauf que l'humour a ses limites. Quand on raconte des blagues sous les maigreries, mais pas les... C'est un peu moyen. Et donc, de l'autre côté, vice-versa. Et donc, du coup, je vous dis même pas quand on raconte des blagues sur les cocus. Enfin, est-ce qu'on peut rire de tout? Ça, on peut rire de tout, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. On peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Du coup, alors, pourquoi yoga du rire? Parce que yoga, moi, quand je pense yoga, je suis en mode zen, je fais des postures, etc. Mais alors que c'est pas ça. Non, parce que le yoga, il est multiple. Il y a du yoga dynamique, il y a du yoga postural, il y a du yoga, il y a toutes sortes de yoga. Et pourquoi c'est du yoga? Parce que yoga, ça veut dire voie de la respiration. Donc on respire et on rit en même temps. Voilà. Et le rire, c'est une respiration. Le rire, c'est une respiration qui est dite saccadée. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a appelé cette pratique yoga du rire. Et donc, aujourd'hui, il y a des milliers de clubs dans le monde où les gens pratiquent régulièrement cette activité. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, le yoga, ça a des bienfaits. C'est comme s'il y a une sécrétion, on va dire, qui va se faire. Je veux dire, techniquement. Comment ça fonctionne? Alors, justement, vous avez des bienfaits qui sont dits physiologiques. Donc, on aura une amélioration de la fonction cardiaque, amélioration de l'humeur par, justement, la sécrétion d'endorphines. De sérotonine et d'ocytocine. Il y aura aussi des effets d'un point de vue social, puisque ça améliore les relations entre les personnes. Il y aura aussi le fait que vous serez un petit peu plus attractif. D'ailleurs, il y a une fameuse expression qui dit «
femme qui rit. À moitié dans ton lit. Ouais, il y a quand même pas. Ça peut vous paraître un petit peu délicat, mais oui, il y a des effets. Les gens qui rigolent sont plus intéressants que les autres. Ça marche dans l'autre sens aussi. Oui, ça fonctionne dans l'autre sens. Non, c'est juste pour savoir en matière d'équité, vous savez tout ça. Non, mais les femmes qui ont de l'humour, ont du succès. D'accord, ok. Ouais, donc voilà. Mais bon, faire rire, c'est intéressant. Et donc du coup, ces personnes qui rigolent dans les clubs de yoga du rire régulièrement ont aussi des bénéfices d'un point de vue, on va dire, cognitif, parce que ça améliore la mémorisation. Ça améliore aussi la créativité, ça améliore le bien-être en général. C'est que les personnes qui sortent d'une séance de yoga du rire peuvent obtenir de la détente physique pendant près de 45 minutes après une séance. D'accord. Comment ça fonctionne, une séance de yoga du rire? Alors, ça veut dire j'arrive à... Voilà, je suis là, je commence à rire et voilà. Je me sens bien après. Ça peut être ça tout simplement. Ça peut être ça tout simplement. On pourrait simplement se dire, un petit exercice tout bête qu'on pourrait faire même à la maison avec les gens qui sont là. On se dirait qu'on pourrait commencer par faire A. Allez-y. A. 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 Mais je ne veux pas être toute seule, hein, sinon... Merci. Donc, oui. A. Et après, ça part tout seul. Ça part tout seul. Et puis donc, ça fonctionne en groupe. Et justement, parce qu'on va utiliser un petit ressort qui est celui des neurones miroirs. Puisque quand vous voyez rire quelqu'un, ça entraîne le rire chez vous, etc. Donc c'est pour ça que c'est bien en groupe. Mais c'est une activité qu'on peut aussi pratiquer tout seul. D'accord. Donc avec cette technique de A et d'aller un peu plus... Ça, c'est un exercice. D'accord, c'est un exercice. Mais j'imagine qu'il y a plusieurs types. Il y en a des dizaines d'exercices. Mais ça, c'est un exercice. C'était jusqu'on est en plateau, on ne peut pas bouger. Bon, il va falloir un truc qui soit accessible à tout le monde depuis une chaise. D'accord. Du coup, ils s'attendent à quoi? Les gens qui viennent à participer à ce type d'atelier, à quoi ils vont s'attendre? En général, ils ne s'attendent pas à ce qui va leur arriver. D'accord. C'est très rassurant ce que vous dites. C'est très rassurant, mais justement, quand on y arrive, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment raconter. En fait. Il faut le vivre. C'est du vécu, c'est une expérience de yoga du rire. Alors, les quelques personnes qui l'ont déjà pratiqué peuvent témoigner. Oui, si je peux me permettre. Moi, j'ai découvert le yoga du rire sur une vidéo, en fait, sur TikTok, pendant le confinement. D'accord. Une Canadienne qui faisait des vidéos. Et je me suis surprise, parce que j'ai toujours aimé rire, j'aime rire. Mais par contre, on ne peut pas dire que la période à l'époque y prêtait. Et puis même, toute seule, devant son ordinateur, faire ha ha ha. Je crois qu'on a la vidéo, me semble-t-il, qu'on va pouvoir la passer. De la Canadienne, là, qui Je ne sais pas si c'est la Canadienne, mais en tout cas, on a une petite vidéo. Et là, c'est vrai que je suis partie dans un fou rire et je me suis dit, punaise, ça fonctionne. Et quand 3 ans plus tard, j'ai croisé la route de monsieur Chris Mousse et qui nous a proposé cette activité pour l'association. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, j'ai été formé en 2004. 2004. 20 ans pile. Donc, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu ici en Guadeloupe. Oui, mais voilà. On va dire que, vu que j'ai notre profession... Donc, du coup, je faisais ça de manière sporadique. Mais cette année, j'ai décidé, avec l'aide de l'association LEDA, de développer les choses un petit peu plus. D'accord. Donc là, la création du coup d'un club de yoga du rire, ça commence là. Ouais. Oui. Donc sur Bémao et Gourbert. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails du coup sur les événements que vous avez prévus? Déjà, je pense qu'il faut vraiment préciser que le yoga... c'est une pratique, en fait, c'est une activité qui permet un bien-être immédiat. Et là, moi, pour l'avoir vécu, lorsque M. Chris Mousse nous l'avait proposé, on a fait une session test avec quelques membres de l'EDA. Le bien-être a été immédiat. Mais là où j'ai vraiment constaté ça, c'est lors de notre premier atelier, qu'on avait fait pendant ces grandes vacances, un atelier découverte, avec des personnes qui n'étaient pas, on va dire, du giron de l'EDA Caraïbes, de l'association. Et 100% des personnes se sont réinscrites à l'atelier suivant. Et dont certains qui ont témoigné en disant « Mais moi, j'ai l'impression d'avoir fait 3 mois de vacances, quoi, en une séance. » Carrément. Et là, j'ai fait... Donc, c'est pas l'effet placebo, c'est waouh. C'est le wow effect immédiat, quoi. Donc, alors, ça aura lieu dès ce soir, sur Bémao, 18h. Ça dure combien de temps? Excusez-moi, vous m'avez parlé des clubs. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire des clubs, parce que l'activité du yoga du rire, il faut que ça se fasse régulièrement, en fait.
Lorsqu'on se fait du bien au niveau alimentaire, on ne fait pas du bien une fois, on adopte des attitudes alimentaires pérennes. Lorsqu'on fait des activités sportives, on sait que c'est pour le bien de notre corps. Et bien là, c'est une activité qui est physique et psychologique, et il faut le faire régulièrement. Même si les effets sont immédiats, eh bien le but c'est de les faire régulièrement, et c'est pour ça qu'on propose des clubs pour faire cette pratique de façon hebdomadaire. Donc hebdomadaire, du coup on a quand même des petits exercices qu'on peut faire à la maison pour entretenir, j'imagine. Oui. C'est-à-dire qu'au cours des ateliers, je donne des astuces pour que les gens puissent continuer à profiter des bienfaits du rire à la maison. Donc ça peut être tout simplement de juste faire ça. De sourire. Oui, en fait. D'accord, ça marche. Okay. C'est parti. Voilà, ok, ça marche. Moi, je suis bon public, donc ça va. Mais je crois qu'on a une petite vidéo, on va lancer et on revient pour conclure. D'accord. Okay. Qu'est-ce que le yoga du rire? Donc, le yoga du rire est une thérapie inventée par un médecin, Madan Kataria, et sa femme. Ils ont voulu faire de cet outil un moyen efficace de faire du bien à l'ensemble du corps des personnes, en utilisant pour cela une respiration saccadée qu'on appelle le rire. D'ailleurs, la philosophie principale de leur thérapie, c'est le rire sans raison. C'est une succession d'exercices, de respiration et de rire qui permettent, in fine, aux gens de se sentir bien et de pouvoir profiter des bienfaits de la méditation finale au bout de la séance. Ok, donc rendez-vous dès aujourd'hui, donc mardi, et donc sur Basse-Terre aussi. Ce sera quand? Alors, il y a eu déjà des ateliers sur Basse-Terre, et là, nous sommes en création du club. Okay. Donc, on attend que les gens s'inscrivent. Donc, il faut venir. Oui, non, voilà. Mais c'est... Mais en fait, donc, si les gens veulent tester aujourd'hui, c'est BMAO, bah, à la Clé des Arts. Voilà, à la Clé des Arts. Mais est-ce qu'il y aura une session sur la Gourbert prévue déjà? Alors, on en a déjà fait pendant les grandes vacances, mais on peut en refaire une avant le lancement du club, sans probablement en octobre. Après le passage en télé, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont envie de savoir. Donc, on va encore en refaire. Bien sûr. C'est clair. Donc, un numéro de téléphone éventuellement pour vous contacter. Alors, le numéro de téléphone de l'association LEDA, c'est le 06 91 255 046. 06 91 255 046, et nous sommes aussi présents sur Instagram et Facebook, LEDA, L-E-D-A, Caraïbes, avec un S. Ok, bonne séance en tout cas de yoga. Merci, à bientôt Iman. Pourquoi pas, mais alors pas aujourd'hui, mais oui, pourquoi pas. Mardi prochain, même heure, à la Clé des Arts. Ce sera avec plaisir. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. On va parler maintenant des associations sur Sainte-Anne qui se sont réunies ce samedi pour pouvoir, justement, on est à la rencontre de diverses activités. C'est le moment de pouvoir prendre attache avec les associations, et 45 associations se sont réunies sur la commune de Sainte-Anne. On voit un reportage d'Olivier Mouradel. Au nombre de 45 exposants, donc c'est dire que nous avons quand même un certain nombre d'associations avec leur diversité. C'est une vitrine pour cette belle ville de Sainte-Anne à travers toutes ces associations qui fonctionnent sur le territoire. Vous savez que je suis un homme d'association. Je dirais même que j'ai appris beaucoup à travers les associations. C'est une grande école. Et donc, réunir plus de 45 associations ce jour, de ce carrefour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, par conséquent, avec leur mission, chacun a sa mission, avec leur diversité, avec, je dirais, ce qu'il transmet. Donc, je pense que ces associations sont à leur place. Le club du troisième âge, c'est un club, nous dirons, socio-culturel, mais surtout un club de loisirs. Parce que notre public est un public qui est assez âgé, donc nous agissons pour les sortir de leur isolement, pour tout le temps être en activité. Donc, nous aussi, nous assurons la tradition, la transmission aussi, parce que nous avons les petits-enfants qui croient que nous sommes une génération spontanée, j'ai l'impression. Donc nous leur transmettons, nous leur apprenons tout ce que nous avons vécu avant eux,
et de belles choses qu'eux, ils ne vivent pas. Nous essayons surtout de faire plaisir à nos aînés, aux plus âgés. Nous avons des structures comme la RSMA, comme France Travail, qui sont aussi présents pour transmettre et donner des informations sur notre jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est important pour nous. Le conseil municipal que je manage, eh bien, nous avons une mission aussi d'accompagner la jeunesse. Mais à travers ces structures, eh bien, ils peuvent venir, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils peuvent aller à la RSMA, ils peuvent aussi aller à France Travail, d'ailleurs qui est basé à Saint-François. Ils peuvent s'informer et avoir des contacts, je dirais, au niveau de la transmission. Voilà un retour sur cette belle journée de rencontres et de découverte des associations de Sainte-Anne. On va parler maintenant de la conférence sur le risque naturel, donc comment prévenir le risque naturel sismique et cyclonique, puisque nous sommes dans cette période. Une conférence a eu lieu sur la commune des Abîmes avec Christian Anténor Abazac, ingénieur physicien, et Olivier Moradel était parmi eux. On voit un reportage. Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qu'on suppose, qu'on imagine, etc. Et j'essaie de remettre un petit peu d'ordre là-dedans et de donner les raisons scientifiques, les raisons physiques des phénomènes, que ce soit le séisme ou le cyclone tropical. Donc il faut connaître le phénomène, il faut savoir ce qu'il peut faire, comment il se forme, comment il se propage, comment on peut s'en protéger. Et à partir de là, on fait sa propre prévention. Alors évidemment, il y a des personnes qui sont là pour aider également, il y a des autorités. Mais il faut vraiment que le public se prenne en charge de façon à être, disons, autonome dans cette situation-là, parce que des fois, on ne pourra plus avoir à compter sur les autorités en cas de gros pépins. Nous avons débuté cette rentrée avec une conférence sur les risques sismiques et les cyclones, puisque nous traversons une période cyclonique très mouvementée. Et avec l'excellent conférencier, M. Anténor Abazac, qui nous a gratifié d'un tas de connaissances. Et vous avez bien vu que la conférence a duré plus de 3 heures. Et les gens étaient très accrochés à ce qu'il disait parce qu'il nous a amené vraiment beaucoup de connaissances. On a une certaine habitude des cyclones, mais malheureusement, on n'apprend pas encore. On est toujours en train de se précipiter dans les magasins au dernier moment. Mais pour ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait pouvoir se raisonner plus et se préparer à l'avance, au mois de mai, au mois de juin, avant que la saison cyclonique batte son plein, comme maintenant. Donc je considère qu'on n'est pas prêt. Et pour les séismes, encore moins, puisqu'on n'a pas la pratique du séisme, à part le séisme des Saintes. Et encore, ces Saintes n'étaient pas très forts et très généralisés. Et donc une partie de la Guadeloupe a pu porter secours aux Saintes. La Guadeloupe a pu porter secours aux Saintes, ce qui peut ne pas être le cas si un jour c'est toute la Guadeloupe qui est prise. Donc on n'est pas prêt à subir ça. C'est un cycle de conférences parce que nous pensons continuer avec des thèmes que nous avons déjà retenus et que nous pensons fignoler. C'est l'accompagnement des élèves, des parents qui ont des enfants en difficulté scolaire. Et nous allons aussi penser aux seniors, aux problématiques des seniors. Voilà, donc c'était une façon d'avoir des conseils pratiques en matière de prévention et de bien se préparer pour ces risques naturels. On va faire notre deuxième pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec Katharina Jacobson et Michel Robin-Clair. On va parler d'une expo photo. On revient tout à l'heure. Voilà, il est 13h29 et nous allons entamer notre troisième plateau, donc avec Katharina Jacobson, directrice du musée Saint-John-Perse de Pointe-à-Pitre. Bonjour. Bonjour. Et Michel Robin-Clair, donc élu délégué à l'urbanisme et à l'aménagement de Pointe-à-Pitre. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler d'une exposition donc, qui aura lieu à partir de vendredi de Denise Colomb à Pointe-à-Pitre. La ville, les gens, c'est nous-mêmes. Donc une exposition qui va dérouler à partir du 20 septembre jusqu'au mois de décembre et qui va faire connaître cet artiste, figure emblématique de la photographie. Est-ce qu'on peut déjà en parler déjà de cette personne pour les gens qui ne connaissent pas son travail? Donc Michel, je pense que tu peux présenter. Oui, en fait, elle était de métropolitaine, oui. qui est devenue photographe en fait un peu sur le tard. Parce qu'elle est née en 1902 et elle a d'abord été mariée, elle a eu 3 enfants. Et à l'occasion d'un voyage en Indochine, elle voyageait avec son mari, il lui a offert un Leica. Et puis elle a commencé à faire des photos.
Et donc, mais elle avait une manière de faire des photos qui était de voir les gens, qui était assez belle, puisque quand elle est revenue de ce voyage, Aimé Césaire l'a remarqué, a remarqué ses photos sur l'Indochine et lui a proposé de suivre la mission du bicentenaire, d'aller du centenaire de l'abolition de l'esclavage, et de suivre cette mission pour prendre des photos. Donc, il pensait, lui, Aimé Césaire, qu'elle aurait pris des photos qui montraient, parce que c'était le grand combat politique de Aimé Césaire de l'époque, qui aurait montré la misère dans toute son horreur et comment le fait colonial était terrifiant, etc. Et en fait, au lieu d'avoir un regard ethnographique, elle a eu vraiment un regard poétique et un regard très attentif et très aimant sur les gens. Et c'est de là que sont issues ces photos, principalement dans ce voyage de 1948, qui sont des photos en noir et blanc, et qui montrent la société de Pointe-à-Pitre, puisqu'en fait, finalement, elle a pris les photos de gens sur Pointe-à-Pitre, tels qu'ils sont, sans prendre parti, simplement tels qu'ils sont. Et ça crée vraiment des photos où on voit l'âme des gens, les gens se livrent, les gens sont souriants, et c'est vraiment magnifique. Donc, c'est une sensibilité particulière, on va dire, avec... elle a réussi à capter la vie quotidienne de nos compatriotes de l'époque, c'est ça ? C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant avec Denise Colomb, c'est que elle faisait des photos où les gens ne posaient pas. Et donc, elle prenait la photo en mouvement, et on en parlait avec Michel. On a des photos pour lesquelles, quand vous les regardez, vous sentez l'atmosphère, vous sentez la vie, et elles sont en mouvement, en fait, les photos. Et on a l'impression de se retrouver il y a 70 ans dans le vieux Pointe-à-Pitre. Et pour nous, il est intéressant d'avoir ce regard quelques années après sur ce personnage, Denise Colomb, qui n'a pas encore été exposé ici en Guadeloupe. Justement, comment le choix s'est porté sur cet artiste en particulier ? D'où vient ce projet ? Alors, c'est une vraie synergie entre... le musée Saint-John-Perse et Madame Robin Claire, qui, comme vous avez dit, est élue à la ville, mais qui a proposé cette exposition au musée. Et pour nous, il nous semblait évident de présenter Pointe-à-Pitre. C'est aussi une des vocations du musée, au-delà de parler de l'œuvre de Saint-John-Perse, de présenter la société guadeloupéenne dans sa diversité. Et... voilà, mettre à l'honneur notre ville, Pointe-à-Pitre, pour nous, tout y était. Et avec en plus une innovation avec Denise Colomb, voilà, c'est intéressant pour nous. En quoi c'est important justement ce type d'exposition pour Pointe-à-Pitre et sur le plan culturel et urbanistique, on va dire ? Alors, oui, c'est vrai que je suis partie un petit peu sur un malentendu sur Denise Colomb, parce qu'il y avait une photo qui était... signée d'elle, soi-disant, enfin, sur les réseaux sociaux, que j'avais récupérée, qui était une photo d'elle sur un bâtiment à Liture. Et moi, je suis spécialiste à Liture, je me suis dit, bon, quand elle est venue en 1948, elle a dû prendre des photos des bâtiments à Liture. Donc, j'ai dit, on va faire cette expo et on va chercher tous les... Et en fait, je me suis aperçue qu'elle n'avait pas photographié les bâtiments, elle avait photographié les gens. Et donc, c'est ça qui a été la grande surprise. Et du coup, on s'est rendu compte qu'elle a photographié les gens dans la ville de Pointe-à-Pitre. Et là, c'est plus de l'urbanisme sociétale, puisqu'on voit les gens, on voit les décors, la ville qui n'a quasiment pas changé. Il y a des choses qui ont disparu, comme le marché qui était dans la rue qui est parallèle qui va du marché à la Darse. Il y avait un marché là avant qui a disparu, mais sinon tous les bâtiments sont là. On pourrait croire que c'est aujourd'hui. Et donc c'est ça qui est intéressant au point de vue urbain, et de voir cette société qui est là. Et ce qui est formidable, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les gens viennent voir cette exposition, parce qu'elle a photographié beaucoup les femmes, les hommes, mais beaucoup les enfants, et notamment les petites filles, des petits garçons, qui en 1948, il y a des gens qui pourraient se reconnaître ou les reconnaître. On disait, ah mais ça c'est ma grand-mère, ou ça c'est ma mère, ou voilà. Est-ce que du coup ça va comme contribuer à une réflexion sur le développement urbain, Pointe-à-Pitre qui est, on va dire, pas dans des super dispositions actuellement avec tout ce qui s'est passé en matière de sécurité, de feu, etc. Est-ce que ça peut justement contribuer à une sorte de réflexion différente sur la ville ?
Mais c'est-à-dire que ça nous montre que la ville, elle est là, elle est immuable. Et que c'est à nous de la préserver. On a effectivement, en ce moment, dans Pointe-à-Pitre, on a beaucoup d'immeubles en mauvais état, en indivision, et on fait un travail énorme pour faire des arrêtés, prendre des dispositions pour que ces immeubles soient démolis, soient confortés, et que ceux qui soient démolis soient remplacés par d'autres immeubles, c'est-à-dire de recréer la ville sur elle-même. Voilà. On essaie de refaire la ville sur elle-même. C'est un centre historique. Il est classé ville d'art et d'histoire. Oui. Donc c'est un témoignage, et c'est l'âme de Pointe-à-Pitre, mais l'âme des Pointois, mais c'est l'âme aussi de la Guadeloupe, parce que Pointe-à-Pitre, c'est une ville capitale. C'est une ville qui porte la mémoire de la Guadeloupe. Donc nous, on travaille énormément à la refaire sur elle-même telle qu'elle est. Donc redorer un peu le blason, on va dire, de la ville à travers cette exposition, c'est ça? C'est ça, mais permettre aussi à la population de se réapproprier Pointe-à-Pitre, de se dire, bon voilà, nos grands-parents y ont vécu, mais de voir avec d'autres yeux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à Pointe-à-Pitre, vous allez dire oui, c'est abandonné, ça a l'air en friche ou autre. Mais avec ce regard différent de quelqu'un qui ne vivait pas en plus dans les Antilles, pour nous c'était intéressant, et nous avons prévu dans le cadre des programmes durant toute la durée de l'exposition, notamment une conférence pour les journées nationales de l'architecture, donc au mois d'octobre, une conférence avec le comité d'architecture et d'urbanisme autour de ces questions de réaménagement, d'urbanisme de la ville, ou comment réadapter et faire du nouveau avec de l'ancien, parce que c'est aussi une réalité. Et voilà, on veut être concret, donc ça va faire partie... Donc justement, cette expo va s'intégrer dans un programme un peu plus large de réflexion, on va dire, sur ce que vous venez de dire, sur l'intégration de comment on voit Pointe-à-Pitre maintenant aujourd'hui. Voilà, parce que le musée Saint-John-Perse est fermé actuellement pour un diagnostic sanitaire, et nous avons trouvé et jugé intéressant de réouvrir pendant les journées du patrimoine, qui marque un événement important pour l'activité culturelle, en proposant cette nouvelle exposition. Et voilà, en gardant notre cœur de cible, c'est Pointe-à-Pitre. Nous sommes au cœur de Pointe-à-Pitre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé l'exposition La ville, les gens, c'est nous-mêmes. Voilà, c'est nous. C'était nous il y a 70 ans, c'est nous aujourd'hui, c'est à nous de faire quelque chose. Donc voilà, donc pour recevoir cette expo donc, du 20 septembre jusqu'au 31 décembre 2024, nous avons prévu chaque mois de faire des activités un peu plus spécifiques. Donc pendant un week-end, on sera ouvert avec des animations. Voilà, ce week-end, ça tombe pendant les journées du patrimoine. Le week-end prochain, les journées de l'architecture. Et puis, il y aura un week-end en novembre et un week-end en décembre pour permettre à tout un chacun de voir Pointe-à-Pitre à travers des yeux différents. Donc, on a choisi diverses activités qui pourront toucher tous les publics, et c'est l'idée. Les enfants, les seniors. Et justement, donc, vous avez des expériences particulières de prévues sur, par exemple, la journée du patrimoine. On a des ateliers artistiques, c'est ça, qui sont prévus, programmés. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors nous avons essayé de faire un programme ambitieux pour notre reprise. Oui. C'est ce que je disais. Voilà, et qui puisse s'adresser à tout le monde. Donc, effectivement, un atelier artistique où des gens pourront, avec l'animatrice, autour des photos, on pourra faire des collages, la peinture. Vous avez en même temps soit des visites guidées avec les guides conférenciers, ou alors une déambulation. On a prévu une déambulation dans la ville, où avec les guides conférenciers,
photographier, ils vont partir à la rencontre de certains lieux photographiés par Denise Colomb. Donc ça va vous permettre d'avoir des éléments sur la ville de Pointe-à-Pitre et de la voir différemment. Et enfin, l'atelier photographique. Il faut avoir un appareil photo, j'imagine. Non, smartphone. Smartphone. Ah bah, non, il faut y aller. D'accord, ok. Donc pendant 4 heures, vous êtes en immersion, donc quelques notions sur la photographie, et puis vous partez dans Pointe-à-Pitre avec le photographe pour prendre des photos, donc apprendre à maîtriser un peu, mais prendre des photos et regarder Pointe-à-Pitre. Donc on a choisi samedi après-midi, dimanche matin, il y a très peu de voitures, voilà. Donc là, l'atelier photographique, c'est le dimanche ou c'est le samedi? Vous avez le samedi après-midi et le dimanche matin. Okay. Donc comme ça, on a choisi des périodes où il n'y a pas trop de voitures, comme ça on peut déambuler dans la ville. Sans problème, en toute sécurité. En tout cas, c'est un très beau programme. Et donc, c'est ouvert à tous, j'imagine, enfants comme adultes, seniors. Est-ce qu'il y a un programme spécifique pour les enfants? Alors, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a le programme est beaucoup plus pendant les 4 week-ends chaque mois, enfin un week-end chaque mois, à destination du tout public. Donc vous pouvez mettre les enfants à l'atelier artistique pendant que vous allez faire la visite guidée, il n'y a aucun problème, ou aller avec eux. Mais durant toute la semaine, nous irons à la rencontre des scolaires pour leur permettre de faire des visites guidées de l'exposition, parce qu'il faut rajouter que Michel nous a concocté une sélection de poèmes pour 10 photos. Donc, il y a 61 photos dans l'exposition et il y a 10 photos où elle a sélectionné des poèmes de poètes caribéens, poètes caribéens qui sont associés à certaines photos pour permettre une lecture différente. Donc, voilà. Donc, vous pouvez juste regarder les photos, regarder les poèmes, venir déambuler. Donc, voilà. En tout cas, c'est une invitation à prendre possession de la ville d'une façon différente. Donc, à la fois par les déambulations, par rapport à l'exposition et toutes les activités que vous avez mis en place. Est-ce que c'est gratuit, j'imagine? Oui. Alors, la ville de Pointe-à-Pitre s'attache à ce que ça puisse être accessible à tout le monde. Donc, l'entrée et les ateliers sont en accès libre et tout est gratuit. J'imagine. Donc, il est préférable de s'inscrire. Donc, on ne va pas vous refuser, on ne va pas vous recaler si vous venez, mais il est préférable de s'inscrire pour avoir une meilleure disponibilité, qu'on ne soit pas nombreux sur les ateliers. Il faut préciser que l'exposition donc est du musée Saint-John-Perse, mais aura lieu au pavillon de la ville. Donc ça, c'est très important. Les ateliers aussi? Tout se fait. Il y aura toute l'activité. Le musée Saint-John-Perse étant fermé pour l'instant pour diagnostic sanitaire. Toutes nos activités se feront au pavillon de la ville, donc où nous vous accueillons avec des horaires à partir de 9h. Sympas. On peut remettre l'affiche pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations. Numéro de téléphone, je vois 686 463. C'est pour l'exposition, et pour les ateliers, il y a un autre. Oui, c'est le même. Oui. C'est ça, c'est le numéro où vous pourrez nous joindre, avoir des informations un peu plus concrètes aussi sur l'expo, mais sur ce que vous pourrez voir aussi ailleurs au pavillon. Je tiens aussi à préciser que nous avons fait donc cette exposition avec la médiathèque du patrimoine et de la photographie et du patrimoine, et nous avons été beaucoup aidés par les petits-fils de Denise Colomb, qui sont en charge de maintenir son héritage. Et nous avons la chance, pour le vernissage de l'exposition, d'avoir un des petits-fils qui est venu ici. Et sur place. Voilà. Donc, vernissage qui aura lieu ce vendredi. Ce vendredi. Voilà, pour lancer l'ouverture de cette exposition. En tout cas, merci d'être venu pour nous parler de cette exposition qui aura lieu jusqu'au mois de décembre. Donc, c'est ça. Là, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps. Voilà, ça laisse le temps d'y aller et donc de participer aux différentes temps forts, on va dire, qui auront lieu tout au long de ces 4 mois presque. Donc, voilà, vous pourrez revenir pour parler justement de ces différents
temps qui seront organisés en matière d'urbanisme, vous avez dit, et d'autres thématiques avec grand plaisir. On va trouver autre chose à faire pendant ces 4 mois. Donc oui, parce qu'on va terminer par un concours photo le dernier mois. Voilà, parce que les gens qui vont venir faire des photos, on va inciter les amateurs à faire une photo particulière pour faire un concours, et ils pourront exposer au pavillon. Voilà, donc dire ma première exposition était dans un musée de France, oui, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, donc on reviendra donner le complément. Mais cette action qui commence le 20 s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large de la ville de Pointe-à-Pitre. Donc si vous me permettez, je vous en prie. Je vais continuer. Donc la ville de Pointe-à-Pitre s'inscrit vraiment dans les journées du patrimoine où nous avons de nombreuses actions. Donc, dès vendredi matin, on va commencer avec le circuit Un arbre, une légende et l'inauguration de ce projet. Donc, qu'est-ce que c'est Un arbre, une légende, c'est un projet où des différentes classes de Pointe-à-Pitre ont travaillé sur un arbre emblématique et important de la ville de Pointe-à-Pitre. Et ils ont travaillé sur des sportifs. Et on a associé un sportif à un arbre. Et sera planté, non? Donc non, ce sont des arbres qui existent. Par exemple, je prends celui du musée Saint-John-Perse. Donc au musée Saint-John-Perse, on a un litchi vieux centenaire. Et donc l'artiste, le sportif qui est associé et voilà, c'est parti. C'est l'entraîneur de handball. Et c'est parti, le nom est sorti. Voilà, donc... Voilà, à chaque Didier Dinard, merci beaucoup. Et donc, voilà, donc il y a un texte qui a été fait par les enfants sur l'arbre et sur le sportif. Et donc, on a créé des plaques qui seront mises devant chaque arbre. Et donc, l'inauguration sera vendredi. Au pavillon de la ville, en plus de l'exposition, il y aura une exposition menée par le service du patrimoine. En lien avec la thématique, une réception de classe et voilà, tout le week-end vous avez encore des visites guidées de certains bâtiments qui sont fermés et qu'on va ouvrir parce que c'est l'occasion pour le patrimoine. Donc voilà, toute une dynamique au sein de la ville pour vous permettre. Où est-ce qu'on peut avoir un peu les informations, le planning qu'on peut trouver? Alors, sur Open Agenda, d'accord, où vous tapez Journée du patrimoine sur le site du ministère de la Culture, vous aurez pas mal d'informations sur toutes les villes et notamment les activités de la ville de Pointe-à-Pitre. Ok, super. En tout cas, le mot est pris. Plein d'événements. En tout cas, vendredi, il se passe plein de choses sur Pointe-à-Pitre. Donc, on vous y attend. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu et n'hésitez pas à revenir dès que vous avez des nouvelles choses à nous partager. On va faire un cap sur le Top Resa 2024, un salon donc international du tourisme qui se tient chaque année en France à Paris et qui rassemble les professionnels du secteur. Donc Danick est parmi eux et on va voir un reportage où il a pu recueillir les propos de Rodrigue Solitude, le directeur du CTIG. On voit un reportage. Le Top Resa marque l'ouverture de la saison touristique 2024-2025. C'est le plus grand salon où les professionnels se rencontrent entre eux, où on vend la destination à travers nos différents opérateurs, nos différents professionnels. Et cette année, nous sommes full, puisque pour la première fois de l'histoire du CTIG, nous avons 19 acteurs qui sont présents sur ce stand, que vous pouvez juger de la beauté et puis de l'originalité dans la vision qu'on a souhaité montrer de la Guadeloupe, des îles de Guadeloupe très colorées, très chaudes. Et c'est une belle réussite. Il y a beaucoup de personnes, les professionnels sont très heureux. Donc 2024-2025, c'est vraiment un Top Resa pour donner plus de dynamisme à notre destination et permettre à nos professionnels de pouvoir avoir une clientèle encore plus riche, une clientèle variée.
du monde entier, hein, singulièrement de la France métropolitaine, mais aussi de l'Europe et du bassin caribéen. En tout cas, on se réjouit fortement du retour des vols régionaux Martinique, Saint-Martin, qui permettront d'accroître le nombre de visiteurs sur notre destination. Guadeloupe est très demandée, les îles de Guadeloupe sont très demandées puisque nous nous distinguons hein, par notre singularité puisque nous sommes un archipel avec 6 îles habitées et je salue la nouvelle ambassadrice des îles de Guadeloupe qui est une jeune femme de Terre de Bar, ce qui nous permettra de faire un focus encore plus grand sur cette île qui s'avère être une offre supplémentaire pour la destination. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur ce salon, donc un peu chaque jour, avec différentes interviews réalisées par Danix Antonis. On va parler d'Air France qui accentue maintenant ses vols au départ des Antilles et de la Guyane. Donc de nouveaux vols transatlantiques seront rajoutés 3 vols supplémentaires par semaine, ainsi que 4 vols supplémentaires vers Miami, les États-Unis. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Alors c'est un bilan positif qui nous amène justement à proposer un programme de vol pour l'hiver à venir, donc à partir du mois de novembre 2024, très ambitieux, avec une augmentation significative de sièges proposés à nos clients, que ce soit sur le transatlantique ou sur notre réseau régional Caraïbes. Sur le transatlantique, notamment, au départ de la Martinique, au départ de la Guadeloupe, nous allons proposer jusqu'à 3 vols supplémentaires au-delà des 2 fréquences quotidiennes, une sur Orly et une sur Charles de Gaulle. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a une dynamique depuis de la fin du Covid, hein, une dynamique de reprise des voyages qui s'est un tout petit peu stabilisée cette année, mais l'offre qu'on va mettre en place effectivement cet hiver va nécessairement dynamiser cette demande et donc probablement que nous aurons un nombre de voyages par Guadeloupéens supérieur à partir de cet hiver. Mais ça va aussi répondre aux attentes de nos concitoyens guyanais, martiniquais ou guadeloupéens, justement pour favoriser leur voyage vers l'Hexagone, vers la province, vers l'Europe. Ensuite, sur le réseau régional, et là, ça répond clairement à votre question sur une demande très très forte exprimée, en tout cas cet été, vers la destination Miami notamment, puisque nous allons là aussi renforcer notre offre vers Miami avec jusqu'à 4 vols par semaine pour cette destination, et cette destination étant bien sûr connectée depuis la Guyane, la Martinique et bien évidemment la Guadeloupe. On a rénové nos avions en 2019. On a un chef local martiniquais qui signe les plats de tous nos vols au départ des Antilles, donc des 3 territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane et 4 territoires, même puisqu'il y a également Saint-Martin. Avec ce programme très très ambitieux, avec cette offre de sièges supplémentaires que nous allons proposer, tant sur le transatlantique que sur le réseau régional Caraïbes, eh bien, ça aura un effet bénéfique avec une tendance baissière sur les tarifs. On le constate déjà en réalisé, et je fais référence à l'indice des prix publié par la DGAC, qui a constaté des baisses de tarifs au départ de nos territoires en juillet de cette année, par rapport à juillet 2023, et également en août par rapport à août 2023. Voilà, on est au terme de cette émission. On va revenir donc sur les différents invités qu'on a reçus aujourd'hui. On a eu monsieur Jean-Claude Montredon, musicien, rythmicien, donc qui nous a parlé de sa carrière, ainsi que Isabelle Voitier pour Total Prize, et elle nous a parlé du Caribbean Gospel Festival, donc qui aura lieu ce samedi 21 à 19h au Palais des Sports du Gosier. Avec Janine Carat et Denis Chrismous, nous avons évoquer le yoga du rire, donc avec cet atelier qui va démarrer aujourd'hui à 18h à la Clé des Arts, donc à Bémao, avec la création d'un club de yoga du rire à la fois sur Bémao et sur Gourbert. Et avec Katharina Jacobson et Michel Robin-Claire, on a parlé de cette exposition qui aura lieu, donc le vernissage aura lieu ce vendredi 20 septembre, Denise Colomb à Pointe-à-Pitre, la ville, les gens, c'est nous-mêmes, et différentes animations dans le cadre des journées du patrimoine, donc samedi et dimanche, des ateliers pour enfants, pour adultes, ateliers photographiques, déambulations dans la ville de Pointe-à-Pitre, et c'est gratuit, donc à partir de 9h samedi et dimanche. Voilà pour nos invités au niveau de l'actualité
Nous avons évoqué ces négociations, donc EDF, PEI, suite à cette grève, donc qui a eu quand même quelques conséquences sur les foyers en Guadeloupe. Négociations qui sont toujours en cours, donc qui vont reprendre cet après-midi, en espérant que ils puissent trouver un terrain d'entente. On a aussi évoqué le troc et don spécial rentrée organisé sur la ville de Bémao autour de la rentrée scolaire, une façon de recycler et de lutter contre la vie chère. Il était aussi question des associations et du carrefour organisé à la ville de Sainte-Anne où 45 associations ont pu se mettre en lumière leurs activités et pour trouver son activité pour la saison. Il était question ensuite de la conférence sur les risques naturels avec Christian Anténor Abaza qui a parlé des risques sismiques et cycloniques et comment avoir des bonnes pratiques comment bien se préparer à ces risques naturels. Et nous avons terminé donc avec le Top Resa 2024 qui a commencé sur Paris, donc avec le directeur du CTIG, donc Rodrigue Solitude, qui nous a parlé des nouveautés et donc de la représentation des Antilles, de la Guadeloupe sur ce salon. Ainsi que on a fini par Air France, donc qui vous permettra d'aller un peu plus dans l'Hexagone et aussi aux États-Unis. Voilà pour les titres de l'actualité. Il est 13h56. Nous avons terminé notre émission. On se retrouve dès demain pour une autre émission du ZCL. À la réalisation, c'était Jordan. On le remercie. On se retrouve demain.